Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle émission de Libre Santé. Bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, plusieurs sujets. Le premier, nous en avions peut-être déjà un petit peu parlé, on avait déjà un petit peu abordé ce sujet. L'usage de la télémédecine va-t-elle se généraliser ? Je crois bien, moi, qu'elle est même un peu avancée, non ? Oui, elle existe déjà. Depuis 2018, elle a été officialisée par la Sécurité sociale. Donc, cette télémédecine, elle existait sans avoir de nom quand le médecin traitant, quand on téléphonait au médecin traitant, par exemple, pour avoir un conseil ou en disant j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je peux prendre ? Bon, c'était de la télémédecine. Mais là, le médecin connaissait bien le patient, il pouvait lui dire vous prenez ça ou vous prenez ça, ou bien passez me voir parce que là, c'est pas. Oui. Donc la télémédecine a toujours plus ou moins existé, mais elle s'est concrétisée de manière plus administrative et de manière aussi à donner lieu à des remboursements et à des honoraires. D'accord. Voilà. Donc, c'est une méthode qui est en pratique depuis donc 2018. C'est une pratique qui a été rendue possible par l'optimisation des techniques d'information et de communication. Elle est maintenant codifiée, encadrée par la loi, et la définition des actes de télémédecine et leurs conditions de mise en œuvre sont des actes médicaux fixés par des décrets depuis octobre 2010, donc c'est pas tout à fait récent. Alors on définit comme ça 5 sortes de télémédecine. La téléconsultation, qui est celle qui vient à l'idée tout de suite, c'est-à-dire c'est une consultation médicale à distance qui fait intervenir un médecin, un malade, pour essayer de réaliser une évaluation globale. Donc cette téléconsultation, comme nous disions, ça permet de faire une évaluation globale de l'état de santé du patient. On ne peut pas faire de diagnostic à distance, puisqu'on n'a pas l'examen, le médecin n'aura pas la possibilité de... Est-ce que Une petite parenthèse. Oui. Je vais vous donner quand même... Moi, j'ai été assez stupéfait. J'ai un spécialiste qui m'a dit, par exemple, c'est moi, ça me concerne, prenez une photo de ce que vous avez, vous me l'envoyez et je vous dirai. Alors, quand c'est de la dermatologie, c'est possible. C'est possible. Je trouve ça choquant quand même. C'est possible parce que, par exemple... si ce sont des cas très typiques, par exemple, une mycose buccale ou périanale ou autre, c'est des images assez typiques. Quand c'est il y a une éruption très typique. Bon, là on peut, par contre, quelquefois, même les dermatologues, en regardant, ne savent pas trop et sont obligés de faire un prélèvement pour l'envoyer au laboratoire pour savoir exactement ce que c'est. Oui. Maintenant, mais qu'on fasse une consultation à distance et en disant au patient pour un bouton faites-moi une photo, vous me l'envoyez, je vous dirai ce que vous avez. Je trouve ça... Ça peut permettre de dégrossir le problème, ça peut permettre de résoudre peut-être 8 cas sur 10, mais il reste les 2 cas sur 10 qui ne sont pas résolus avec ça et qui sont des sources d'erreur. Donc, bon, si ça n'est pas trop important, si c'est pas vital pour le malade, par exemple, si le... Je parle du dermatologue, parce que les photos, c'est pour les dermatos, surtout. Dit, ça c'est une mycose, il peut dire, mettez telle crème dessus, et si dans 4 ou 5 jours, il n'y a pas d'amélioration, à ce moment-là, on se voit. Et s'il y a une amélioration, et si c'est guéri, c'est que c'était bien une mycose. Voilà, bon, mais ça reste très limité quand même, hein. Ça reste très limité. Et là encore... On a tellement peu l'habitude de ce genre de pratique que ça surprend, quoi. Hein. Oui. Mais c'est vrai que la télémédecine, la téléconsultation, c'est ce qui était fait, c'est ce qui est fait par exemple pour les marins.
qui n'ont pas, il n'y a pas de médecin à bord souvent. Et... Oui, mais il y a peut-être de la vidéo. Alors il peut y avoir de la vidéo, voilà. Là encore, on peut à peu près le comprendre. Voilà. Et puis on peut, puis on peut pas faire autrement. Oui, on peut pas faire autrement. Mais sinon, la téléconsultation, ça reste quand même limité parce que ça peut permettre de définir une conduite à tenir. Et au besoin, avec une infirmière sur place, elle peut améliorer aussi la prise de symptômes, en palpant par exemple, en disant « Ah oui, là c'est douloureux ». Bon. Mais ça ne pourra jamais être l'équivalent d'une consultation physique. Alors je vais être un peu contestataire aujourd'hui. Et alors les arrêts de travail... à distance. Alors, les arrêts de travail à distance qui ont été... C'est surprenant, quand même. Oui, qui ont été très vulgarisés pendant le Covid par... c'était très... comment dit-on quand on veut faire plaisir aux gens, c'était très démagogique. Hein. Ils ont été maintenant ils sont limités maintenant pour la téléconsultation à 3 jours. Donc, et comme il y a souvent 3 jours de carence, oui, ça sert pas à grand-chose. Ça sert plus à grand-chose. Mais pendant le Covid, il y avait des arrêts comme ça qui ont été faits larga manu, sans forcément réelle justification médicale. Bon, c'est-à-dire là on touche un problème sanitaire propre à la médecine qui est on ne fait pas forcément à l'échelon de la communauté ce qu'il faut faire à l'échelon individuel, et inversement. De toute façon, il faut que les choses progressent. La médecine n'est pas la médecine du Moyen-Âge, donc les choses évoluent, les techniques évoluent, c'est normal que oui, c'est normal. Tout ça mais avec un mais. À condition que ça soit toujours dans l'intérêt du malade, et non pas du soignant ou de la communauté qui prend en charge le malade, et à condition que ce soit sans risque important, tout au moins. Et c'est toujours aussi un bilan, si on ne fait pas ça, de toute façon, il n'aura rien, ou si on fait... Bon, donc, c'est un bilan. Parce que moi, j'ai peur, cette formule de télémédecine... Comme les médecins, les spécialistes sont submergés actuellement, on attend plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, est-ce que ça ne serait pas un moyen Si, c'est un pis-aller. C'est un moyen, c'est un sparadrap sur une jambe de bois, quoi. Mais maintenant, ça permet, et on va y venir dans la régulation, ça permet quelquefois d'éviter aux malades de faire des erreurs. Mais bon, moi j'ai fait de la régulation au centre 15, je me refusais à faire un quelconque diagnostic par téléphone. Je n'ai jamais fait un diagnostic par téléphone. Par contre, si le malade me disait je vous appelle parce que voilà, j'ai des maux de tête, j'ai pris du paracétamol à 16h, il est 22h, est-ce que je peux en prendre un autre ? Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, il faut s'assurer aussi qu'il n'y a pas d'autres symptômes qui puissent faire suspecter. Pourquoi il a pris le paracétamol ? Faire suspecter une autre pathologie, parce qu'il y a eu des erreurs comme ça, de fait, au centre 15 de Bordeaux, par exemple, quand j'y étais, je me souviens, un médecin a fait une erreur monumentale en disant à une malade de prendre donc un médicament. Elle a rappelé une demi-heure après, elle a dit ça ne passe pas, est-ce que je peux en reprendre un autre ? Il a dit oui, reprenez-en un autre, puis c'est pas, enfin, il a engueulé, quoi, c'est pas la peine de rappeler, on n'est pas là pour se faire emmerder par des gens comme vous, enfin, etc., etc. Bon, la malade, voyant que la douleur persistait, et de manière importante, est allée voir son voisin qui était ambulancier, qui l'a amené à l'hôpital, et elle est morte en arrivant, elle est morte sur le parking de l'hôpital. Parce qu'elle faisait une truc très, très rare, mais très grave, une dissection aortique. Bon. Le médecin n'aurait jamais dû, après le deuxième appel, moi je sais quand les malades rappelaient en disant j'ai pris ça mais ça va pas mieux, je dis bon, on vous envoie un médecin. Et si on ne trouvait pas de médecin pour envoyer, on vous envoie une ambulance pour aller aux urgences.
parce que ça dépasse là le cadre de la simple communication orale. Il faut pouvoir voir le malade, le palper, l'écouter, enfin, etc., etc. Oui, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà, la téléconsultation, elle est possible pour des cas bénins, pour ce qui relève du conseil, pour ce qui relève de... Mais elle a des limites auxquelles on arrive très vite. Alors, téléconsultation, c'est un des aspects de la télémédecine. Il y a aussi la téléexpertise, qui permet à un professionnel de demander l'avis d'un autre professionnel sur un sujet donné. Bon, ça, c'est plus technique, c'est plus rare. Il y a aussi la télésurveillance. Ça, on connaît la télésurveillance. Pour les gens âgés, par exemple, qui ont des trucs de télésurveillance. Mais en médecine, ça permet à un médecin d'évaluer à distance des données recueillies sur le lieu de vie. Ou, par exemple, pour des diabétiques, d'avoir leur taux de sucre. Si le malade voit que son taux de sucre aujourd'hui a doublé par rapport à la veille, il peut appeler et on peut dire bon, ben, écoutez, ou bien vous doublez la dose de ça, ou bien vous prenez un peu plus d'unités d'insuline. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On prend un petit risque, mais ça peut se faire. Ensuite, il y a la téléassistance. Ça, c'est autre chose. C'est dans le cadre d'un spécialiste qui peut assister un confrère sur le lieu de la pathologie, mais là, il y a déjà un médecin et qui va demander par télétransmission des conseils à un spécialiste, s'il arrive à le joindre. Ça, c'est autre chose. En fait, tout ça, ce sont des cas théoriques. Les plus utilisés, c'est la téléconsultation, puis enfin la régulation. La régulation, c'est la réponse médicale apportée à la demande d'un patient dans le cadre des activités des centres 15. Et là, les centres 15 sont totalement débordés. Actuellement, ils ont doublé ou triplé le nombre de régulateurs par rapport à ce que c'est. Il y a des personnes qui disent qu'on ne peut pas avoir le centre 15. Oui, alors voilà. Alors, en plus, il faut attendre un moment pour l'avoir. Donc, ça porte tort aux cas extrêmement urgents. Par exemple, je ne sais pas, un accident ou autre. Parce que c'est encombré par d'autres... Mais on en a parlé il y a 2 secondes. Je vous disais, bon, pour en avoir fait, moi je me bornais à des conseils, et si le malade rappelait en disant que ça n'était pas mieux, il fallait envoyer quelqu'un pour voir sur place. Le centre 15, une petite parenthèse, c'est qu'il y a... tout arrive là. Oui. Oui. Alors, j'exagère en disant le petit bobo comme la chose la plus grave. Absolument. Donc, je parle même pas des médecins régulateurs qui sont là. Je parle des lignes téléphoniques. Oui. Il y a un encombrement incroyable. Et les filles qui reçoivent les filles ou les mecs qui reçoivent les appels sont formés à essayer de trier ce qui est urgent de ce qui peut attendre. Il peut y avoir toujours des erreurs, bien sûr, mais elles sont formées à ça, les filles. Alors, en dehors de ces cas extrêmes, plus ou moins caricaturaux, comme un patient inconscient, une hémorragie, la régulation médicale à distance est très difficile à réaliser et peut être lieu à des sources d'erreurs graves, comme celle dont je viens de parler tout à l'heure. Alors, j'ai entendu aussi, par rapport à la télésurveillance, on pose des questions à la personne concernée, et certaines personnes disent c'est trop long, on pose des questions, mais pourquoi ne pas agir de suite? Alors, par rapport, oui, c'est trop long. Je parle au niveau du centre 15. Centre 15 oui. Si le malade est, par exemple, inconscient, par terre, c'est pas la peine de lui demander sa date de naissance, le nom de sa mère. Et la personne à côté peut être en panique. Voilà. Alors, c'est une des failles de la télémédecine, c'est qu'un symptôme va être ressenti de manière différente selon la personnalité du malade. Ça peut être, si c'est un anxieux, il va majorer le symptôme, donc on va pouvoir croire quelque chose de très sérieux. Si c'est quelqu'un qui n'est pas très anxieux, il va le minorer et on va peut-être passer à côté de quelque chose de plus grave. Je pense... C'est délicat tout ça. Oui, je pense pour ça, par exemple, aux œdèmes aigus
du poumon, qu'on ne voit plus tellement maintenant parce que c'est une complication d'une maladie cardiaque, d'insuffisance cardiaque, mais comme les insuffisances cardiaques sont beaucoup mieux traitées maintenant, on voit beaucoup moins d'œdème aigu du poumon, notamment à domicile. Mais l'œdème aigu du poumon, ça se traduit par un essoufflement et de la toux. Si la personne qui observe ça, par exemple, le conjoint ou la conjointe, dit bon, il tousse un peu, bon, je vais quand même appeler le 15 pour savoir, il va dire bon, il faudrait voir parce que ma femme tousse, je sais pas trop ce qu'elle a, elle tousse, et puis un peu essoufflée. Bon, s'il ne dit que ça, il faut poser d'autres questions pour savoir depuis quand, quel traitement elle a, pour savoir si on peut suspecter quelque chose de plus grave ou pas. Et puis quelqu'un, par contre, qui va être très anxieux, va dire bon, il faut venir vite parce que ma femme s'étouffe, alors qu'en fait, bon, elle était grippée, puis elle a eu une canne de toux qui l'a... Voilà. Donc c'est très, très, très difficile. C'est pour ça que ça ne peut pas remplacer la présence d'un professionnel de santé, pas forcément un médecin, mais au moins un professionnel de santé. Pensez aux infirmiers, aux infirmières, par exemple. Voilà, alors la téléconsultation, elle devrait s'accompagner de la présence d'un infirmier sur place. C'est marrant, j'ai l'impression, enfin c'est marrant, pas l'expression qu'il faut, mais je trouve que ces genres de personnes, on les sollicite de plus en plus. Ah oui, de plus en plus, parce que, étant donné qu'il y a de moins en moins de médecins, on les sollicite mais de pourtant, plus en plus. Un infirmier n'est pas médecin. Non, mais il peut faire beaucoup de choses. Il peut prendre l'attention, il peut écouter le cœur, il peut puis dire au médecin ah ben, le cœur il n'est pas régulier, par exemple, ou la tension, oh là là, elle est à 25-12, ou bien faire un dosage de glycémie, ou voilà, des choses comme ça. Quand même. Oui. Hein donc, en relation, évidemment, avec un médecin à l'autre bout du fil. D'accord. Sinon, il ne pourra pas prendre de décision par lui-même, l'infirmier. Alors, il ne peut pas s'agir effectivement d'une réelle consultation médicale, parce que le malade nécessite souvent un examen physique, et si on envisage de remplacer les médecins manquants dans les déserts médicaux, par exemple, par des téléconsultations, c'est une douce utopie, c'est une connerie totale. La téléconsultation, ça peut être un petit plus qu'on peut amener, mais il ne faut pas croire que ça pourra remplacer les médecins dans les déserts médicaux. Mais quelle ambiance! Ça réveillerait beaucoup de gens dans moi. Alors, maintenant, on va changer de sujet, cher docteur Jacques Lacroix. Nous allons parler de l'alimentation pour les bébés, et elle est très importante durant les 1000 premiers jours, ça fait 3 ans, en gros. Oui. Pourquoi est-elle aussi importante? Alors, on s'en est aperçu après la guerre, quand les forces d'occupation allemandes avaient imposé un embargo aux gens d'Amsterdam pour lutter contre des actions de résistance, etc. Donc les rations alimentaires s'étaient amenuisées et étaient passées de 1000 à 500 calories par jour. Et le blocus a pris fin plus tard, quelques mois plus tard, en mai 1945, et les enfants qui sont nés de mères enceintes pendant cet hiver de la faim, comme ils l'ont appelé, ont eu un poids beaucoup plus petit que les autres. Et bon, on peut se dire, mais ils ont rattrapé après. Oui, mais devenus adultes, ils ont eu aussi plus de diabète et d'obésité que les autres enfants. Donc oui, l'alimentation... La nourriture, l'alimentation dans les premiers jours, première semaine ou premier mois, très importante. Très importante. Et on peut revenir là, dire 2 mots de l'alimentation maternelle, qui est aussi bon que soient les laits artificiels donnés au biberon, l'alimentation maternelle est très nettement supérieure. Elle est très nettement supérieure parce que elle varie, même sa composition varie du premier jour de la naissance jusqu'à quelques semaines. Après, ça n'est plus le même lait que fournit la mère, c'est un lait qui est adapté aux besoins du nourrisson, et elle varie même dans la journée. Le lait de la mère n'est pas toujours le même le matin que le soir.
ça ne varie pas énormément, oui. pour s'adapter aux besoins du nourrisson. Bon, voilà, moi, je me souviens des années 70, par exemple, beaucoup de femmes ne voulaient pas allaiter. Ça n'engage que moi, ce que je dis. C'est vrai. Et bon, et puis là, j'ai l'impression que on revient, on repasse à un autre système. Et les femmes, les jeunes femmes, et peut-être les moins jeunes, allaitent leurs enfants. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Oui. C'est vrai. 20 ans, 30 ans même. Ou 30 ans. Ouais. Alors, est-ce que c'était une influence de l'industrie qui voulait vendre du lait C'est très possible. Parce que, avec les meilleurs sentiments, on fait parfois de graves conneries. Par exemple, quand on envoyait du lait en poudre pour nourrir les enfants de l'Afrique subsaharienne, enfin les bébés, on envoyait du lait en poudre, mais ils n'avaient pas d'eau potable. Alors, il aurait mieux valu envoyer de quoi bien nourrir les mères pour qu'elles leur fassent du lait. Bon, donc, comme quoi, avec les meilleurs sentiments, c'est encore autre chose. On ne fait pas toujours les épouvantable. Et ça a existé. Ah oui, ça a existé, bien sûr, oui. Donc, l'alimentation des nourrissons, c'est quelque chose qui est plus qu'important, parce que ça aura des retentissements ensuite sur son développement d'adolescents, d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Alors, le mécanisme est de nature, on dit, épigénétique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme s'adapte aux facteurs nutritionnels, environnementaux et psychosociaux, en modifiant l'expression de ses gènes. C'est-à-dire on ne va pas lui changer ses gènes, mais selon l'ambiance nutritionnelle, sociale et dans laquelle il est trempé, il va permettre à certains gènes de mieux s'exprimer ou en freiner d'autres. Ce qui aura des conséquences sur son développement, sur la possibilité ou non de faire certaines maladies. Et il modifie ces gènes en y greffant des groupements chimiques, chimiques, enfin physiologiques, mais chimiques. Et ces phénomènes épigénétiques sont caractéristiques et sont transmissibles ensuite. C'est-à-dire que on peut transmettre d'une génération à l'autre, alors qu'au départ, par exemple, vous aviez des gènes qui vous donnaient, je sais pas moi, qui faisaient que dans la famille, il n'y avait jamais de diabétique. Des modifications environnementales, nutritionnelles, etc., dans la toute petite enfance, peuvent faire en sorte que le gène qui détermine, ou les gènes plutôt, qui déterminent la possibilité de faire du diabète, soit non pas modifiés, on ne peut pas aller contre les chromosomes, mais freinés ou au contraire stimulés, vont faire que ce freinage ou cette stimulation, qui pourra entraîner ensuite des maladies à l'âge adulte, est transmissible par la suite de manière héréditaire. Alors vous êtes en train de me dire que par le lait de la mère, on peut transmettre? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non. Je m'en doutais que vous alliez me dire non. Par la qualité du lait ou par la qualité de l'alimentation, on peut modifier le fonctionnement du bébé ou du nourrisson et faire en sorte qu'il soit plus résistant à certaines maladies ou moins résistant à certaines maladies. Et cette résistance ou cette absence de résistance, une fois qu'elle a été admise par le nourrisson et inclus, il va la transmettre à sa descendance, une fois qu'il sera adulte. Ça, c'est quelque chose de... L'épigénétisme, c'est quelque chose de relativement nouveau, dont on ne parlait pas autrefois, mais... et on s'est aperçu... Donc... Parce que j'avais remarqué, moi, qu'on trouvait plein de choses... si vous n'allaitez pas votre enfant, il va y avoir tout un tas de problèmes. Oui, mais bon, ça sentait le mensonge. Oui, voilà, quand c'est trop, il faut rester dans le... Je veux bien admettre certaines choses, mais les femmes ne sont pas dupes, et encore moins bêtes. Et donc, puis il y a des enfants qui n'ont jamais été au lait maternel et qui se portent très bien. Il faut pas... Maintenant, il n'empêche que le lait maternel est supérieur au lait industriel, mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas de lait.
Il y a des femmes qui n'ont pas de lait et il y a des enfants qui ne le supportent pas. Il y a des enfants qui supportent pas le lait de la mère. Oui, ça c'est quand même rare. Hein. Mais bon ça peut peut-être arriver. J'en ai vu, moi. Par contre, il y a des femmes qui ont un lait qui n'est pas assez nutritif. C'est-à-dire que le gosse, sa courbe de poids n'est pas suffisante. Il faut ajouter ou lui dire, bon, écoutez madame, il faut qu'on passe à du lait artificiel, votre lait n'est pas suffisamment ou alors, riche. Allaitement de la maman, et puis on ajoute des biberons de lait artificiel. Oui. Mais en général, quand c'est le cas, que le lait n'est pas suffisamment nutritif, la source se tarit d'elle-même très vite. Donc, bon. Mais tout ça, effectivement, ça repose maintenant sur des études scientifiques qui ont confirmé la relation entre le poids de naissance et ensuite l'apparition de maladies cardiovasculaires ou neurodéveloppementales, si on peut dire ainsi que des troubles du comportement alimentaire, des fonctions de reproduction et du risque de cancer. Tout ça, ça se joue dans les premiers mois de la vie du nourrisson, et c'est dépendant, plus ou moins évidemment, de l'alimentation. Bon, je ne vais pas vous faire plaisir, mais comme on est harcelé, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça. 5 fruits et légumes par jour. Puis après, un beau jour, on vous dit, oh là là, attention, non, faut pas. Non, ça c'est source de... Bon. Moi, je me dis comment... Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de mortalité à une certaine époque, mais comment faisait-on autrefois? Quand je vous dis autrefois, 50 ans, il y a 100 ans... maintenant, on est tous conditionnés dans des choses qui, moi, me semble-t-il, sont un peu exagérées. Oui, elles sont très, très nettement exagérées, vous avez raison. Mais autrefois aussi, il n'y avait que les plus forts qui survivaient. Peut-être. Donc, ils pouvaient... Peut-être. Ils pouvaient faire des excès que les plus fragiles ne pouvaient pas faire. Mais les plus fragiles, il y avait une forte mortalité infantile autrefois, quand même, par rapport à maintenant. Ça sûrement, je viens de le croire. Donc, mais que ce soit exagéré actuellement... Ce que je pense, c'est qu'on tombe dans l'extrême. C'est vrai. Mais il faut dire aussi que notre alimentation a changé. Beaucoup de gens, particulièrement dans le milieu urbain, beaucoup plus qu'en milieu rural, mangent de la saloperie, quoi. Mangent de l'alimentation industrielle, se nourrissent... ne prennent pas trop le temps de se nourrir bien, parce que ils arrivent chez eux tard le soir, ils n'ont pas le temps de faire de cuisine. Ça se comprend. On leur offre la possibilité aujourd'hui, alors, de plus en plus, aux femmes, d'avoir des trucs tout faits. Je dis pas normal, mais bon, les femmes cuisinent de moins en moins. Oui. Tout est prêt. Voilà. C'est plus la nourriture d'antan. Donc, plutôt que conseiller aux consommateurs de manger 5 fruits et légumes, de pas trop prendre de sucre et tout, on ferait mieux d'imposer à l'industrie qui fabrique ces aliments des normes strictes. Mais ça, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Donc, bon. On peut pas y arriver pour l'emballage. On peut pas y arriver, voilà. Certains aliments, donc... Alors, en dehors de l'alimentation des nourrissons dont on a parlé, il y a aussi l'alimentation de la mère pendant la grossesse. Ça compte. Ça compte, et on sait que les mères alcooliques, par exemple... J'allais vous le dire, 3 paquets de tabac par jour, 3 litres de vin par jour. Voilà. Et ben, elles ont des enfants, ils naissent, là, ils n'ont pas de difficulté à sortir, parce qu'ils ne sont pas gros. C'est... Bon, alors, et après, ils vont peut-être développer quelques maladies que les autres n'auront pas et qui n'auraient pas eu si leur mère n'avait pas eu une vie comme ça. Alors, chez les femmes enceintes, qu'est-ce que nous disent les savants? Il faut déconseiller les régimes restrictifs, les cuissons excessives, les aliments ultra transformés, les perturbateurs endocriniens, les édulcorants. Et ils disent que du bon sens, en fait. Il faut conserver une alimentation variée, sans alcool, avec des légumes, des fruits, des oméga 3. Bon. Donc, c'est pareil, quand j'étais jeune, j'entendais pas
parler de tout ça. Non, mais parce que les gens... Par rapport aux femmes qui étaient enceintes autour de moi, bon... Oui, parce que les gens avaient une alimentation plus saine. Hein, plus... Ils allaient acheter un beefsteak. La nourriture elle-même était plus saine. La nourriture était beaucoup moins transformée. Les aliments, ouais. Et donc, elle était plus saine. Elle arrivait plus vite du producteur au consommateur. Elle ne passait pas par plein de stades intermédiaires. On rajoute des antioxydants, on rajoute du sucre parce que ça permet de rajouter du sel. Ça permet de rajouter du sel qui fait monter le poids en eau. Donc, plus l'alimentation est naturelle, moins il y a de risques qu'elle soit nocive, bien sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute la nature est forcément toujours bonne. Hein. Il y a des... Oui. Bon. Voilà, et après, le rôle du père là-dedans, il se contente d'avoir une influence sur les pratiques éducatives et nutritionnelles, mais ça s'arrête à peu près là. Par contre, si c'est un père qui est déjà en surpoids, il aura tendance à favoriser... C'est-à-dire que là, ça va intervenir dans un âge avancé un peu plus, de l'enfant. Oui, de l'enfant. Un peu plus, quoi. Enfin, on voit déjà des enfants à 4-5 ans qui sont en pré-obésité, quoi. Beaucoup, moi, je trouve. Oui, beaucoup plus. Mais non, je n'ai jamais compris ça, du reste. C'est un sujet. Oui. Là, vous me lancez une perche de voir des enfants qui sont, moi j'aurais tendance à dire, anormalement gros, quoi. Bien sûr. Et les parents sont contents d'avoir des mômes joufflus comme ça, avec des cuisses comme ça. Bon, mais pourquoi qu'est-ce qu'on leur fait boire à table? De l'eau? Non, mais pourquoi le médecin n'intervient pas même? Ah, mais on leur dit. Enfin, moi, je l'ai dit plusieurs fois. Ah oui? Ah oui. Mais le gosse à table, il va boire du soda ou du coca. Mais pour les parents, c'est bien. Ah oui. Mais non. C'est incroyable. C'est une connerie. C'est une connerie. C'est... bon, et s'il n'y avait que ça, maintenant c'est les écrans pour avoir la paix, on met le gosse qui mange en c'est encore autre chose. Mais quand il va se retrouver sans écran dans la vie et qu'il n'aura vécu que dans un monde virtuel, il va être bien embêté, le gamin, quand même. Alors après, c'est l'évolution. Quand le vélo est arrivé sur Terre, qu'est-ce qu'on disait aux enfants quand ils prenaient un vélo pour se déplacer? Je sais pas. Moi non plus, puisque j'y étais pas. Mais on devait quand même leur crier dessus. Mais tu peux pas y aller en marchant plutôt que de prendre le vélo Oui, non, mais ça, oui, bien sûr. Mais bon. Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec les son écrans. temps. Les écrans. Il ne s'agit pas de supprimer les écrans. Il s'agit de les limiter à ce qu'ils doivent être. Et non pas de faire vivre les gamins avec. Parce que ça va être bien difficile après. Je pense que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Ah, ça dépend. Moi, j'ai dans mon entourage des enfants qui ont l'écran. Oui, mais ça va peut-être être dur de les sevrer d'écran. Après. Je sais pas. C'est comme quand la télévision est sortie. Oui. Bon, il y avait pour les enfants, il y avait des sacrées restrictions. Ah oui. À ce point qu'on n'avait pas de téléviseur, nous. Bon. Et alors? Et alors? Non, mais c'est comme de tout. C'est pas une mauvaise chose dans la mesure où on l'utilise avec parcimonie et avec raisonnement. Quand si on en abuse, c'est comme l'alcool. L'alcool, c'est bon. Si on en boit trop, c'est pas bon. Le tabac, si vous fumez une cigarette par jour, c'est bon, ça vous fait plaisir. Si vous en fumez 20, c'est pas bon. C'est tout. Je suis d'accord. Tout est question de dose. Allez, on va partir dans la musique un petit peu, se décontracter. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous allons conclure cette émission avec un sujet, je trouve ça très intéressant, qui suis assez contestataire, la vente de médicaments à l'unité. Pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Ah ben on y a pensé plus tôt, il y a des tas de pays qui l'appliquent d'ailleurs. Hein. Non mais chez nous. Ah ben il faut demander ça au lobby pharmaceutique. D'accord. Voilà, c'est tout. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique en France domine à peu près tout. Ça va des études aux enseignements post-universitaires des médecins, en passant par... bon. Donc, maintenant c'est autorisé en France, depuis 1 an à peu près, mais ça reste très marginal. On a noté 0,1%
de médicaments sont dispensés à l'unité. Comment ça se passe? Je vais chez mon pharmacien et je lui dis, voilà, j'ai mal à la tête, je voudrais un cachet pour mon mal de tête. Pourquoi pas? Ouais. Ah bon? C'est possible. Théoriquement, si le pharmacien refuse en disant non, moi je lance ça sous conditionnement. Oui, ben voilà. Parce que je pense que c'est certains médicaments qui peuvent être dispensés à l'unité. Et en vue de lutter contre le gaspillage, par exemple, si je vous donne 2 comprimés d'antibiotiques par jour pendant 5 jours, vous avez besoin de 10 comprimés. Bon, et non pas de 15 s'il y en a 15 dans la boîte. Donc le pharmacien devrait prendre 10 comprimés, les mettre dans une petite pochette en marquant un le matin, un le soir. Et puis voilà, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Hein. Oui, mais chez nous. Mais chez nous, pour l'instant, c'est pas... Pourtant, c'est un dispositif facultatif qui est entré en vigueur en mai 2022. Mais il ne concerne qu'une petite partie des médicaments. Il reste marginal pour l'instant. Alors, comment peut-on expliquer ça? Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dessus, évidemment. Le Conseil de l'ordre des pharmaciens dit que on n'a pas trouvé de réponse, ça reste une petite mesure, faible efficacité, qui n'a pas été réellement étudiée. Bon. Si un pharmacien doit mettre les comprimés dans un contenant, et si ce contenant est en plastique, il faut refaire des étiquettes, réimprimer une notice. Ouais, mais c'est son boulot. Hein, c'est son boulot. J'ai le souvenir, quand j'étais jeune médecin, de faire par exemple, des gélules aux pharmaciens. On n'avait pas, comme maintenant, certains médicaments pour l'ulcère de l'estomac, et moi j'ai utilisé une formule que j'avais appris en fac pour les ulcères de l'estomac, mais il fallait faire fabriquer les gélules par le pharmacien, il les fabriquait. Il mettait poudre de belladone, phénomène. Je me trompe, il me semble que le pharmacien fabrique moins de médicaments. Il en fabrique plus du tout. Plus du tout. Il a la solution de facilité. C'est comme les charcutiers, ils faisaient leur pâté autrefois, maintenant ils les achètent, tout fait. Bon, c'est à peu près la même chose. Dans plein de métiers, c'est comme ça. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est pas forcément mal, mais quand c'est la source de gaspillage, que la Direction générale de la santé veuille lutter contre, et disent qu'il y a un intérêt sur le plan sanitaire, environnemental et potentiellement financier, et pour une fois, la Direction générale de la santé, elle a raison. Parce que ça évite l'automédication inappropriée, ça réduit le gaspillage et de produits qui sont financés par la Sécu et qui finissent à la poubelle. Donc c'est une mesure qui part du bon sens, qui devrait être bien appliquée, qui pour l'instant reste en plan. Voilà. Merci, docteur Jacques-Michel Lacroix, pour cette émission. Vous savez qu'elle est rediffusée dans 8 jours, c'est-à-dire mardi prochain de 17 à 18, mais elle est aussi rediffusée dans la semaine, et je me rappelle jamais le jeudi. Merci Jean-Yves qui est à la technique. L'heure c'est 15h, 14h. Bon, voilà, donc et puis nous on se retrouvera dans 15 jours. Bonsoir. Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.